Merci beaucoup. Sans plus tarder, permettez-moi d'accueillir notre invité très spécial de ce soir, le professeur John Bellamy Foster. Le professeur Foster est un sociologue américain à l'Université de l'Oregon et rédacteur en chef de la Monthly Review. Il écrit sur l'économie politique du capitalisme et les crises économiques, l'écologie et les crises écologiques, ainsi que sur la théorie marxiste. Professeur Foster, bienvenue à India and Global Left. Merci. Je suis d'être ici. Nous avons parlé du capitalisme, et bien sûr, une grande partie de l'attention s'est portée sur la finance et la mondialisation. Nous avons essayé d'aborder le sujet sous différents angles, l'austérité, l'exportation du capital, la dette, et ainsi de suite. Vous avez été au cœur de ces réflexions, en particulier dans la théorisation du capitalisme monopoliste. Pour nos spectateurs qui ne seraient pas familiers avec cette idée, en s'appuyant sur le concept original de Baran et Sweezy du capitalisme monopoliste, l'argument est que le capitalisme américain du XXe siècle est dominé par de grandes entreprises qui extraient d'importants profits excédentaires, lesquels ne peuvent pas nécessairement être réinvestis efficacement dans le système, ce qui conduit à une stagnation économique. Je suis très curieux. Il existe divers contre-mécanismes pour résoudre certaines de ces contradictions. L'impérialisme, la relance budgétaire, et ainsi de suite. Vos travaux portent sur la finance, mais aussi sur la destruction écologique. Je me demande si vous deviez nous dire comment vous percevez le cœur du capitalisme mondial aujourd'hui. Quelle serait, selon vous, la structure de ce capitalisme mondial et sur quoi concentreriez-vous votre attention? Eh bien, je suppose que je commencerai par la notion de capital financier monopolistique mondialisé ou global. Je veux dire, il s'agit vraiment d'un développement de la théorie marxiste depuis l'époque de Marx et Lénine jusqu'à aujourd'hui. Marx parlait de la concentration et de la centralisation du capital comme d'une tendance dominante. Il n'a pas vécu assez longtemps pour voir le développement du capitalisme monopolistique, qui est apparu à la toute fin du XIXe siècle et au début du XXe. Mais nous avons vu émerger les grandes entreprises comme éléments cruciaux du capitalisme. Et Lénine, en particulier, associait cela à l'impérialisme, affirmant que l'impérialisme, dans sa définition la plus brève, est le stade monopoliste du capitalisme, la croissance du capital concentré et son expansion mondiale. Il reliait cela à la croissance des banques, à celle du capital financier. Et à bien des égards, nous avons vu ce phénomène se développer davantage dans la seconde moitié du XXe siècle et au XXIe. Ainsi, nous parlons souvent aujourd'hui de capital financier monopoliste, car les grandes entreprises sont très intégrées à la finance. Ce sont essentiellement des entités financières, et la distinction entre le capital manufacturier ou industriel et le capital financier a en quelque sorte disparu. Ils se sont fondus ensemble de manière fondamentale. Nous parlons donc du capital financier monopolistique, mais nous restons dans une nouvelle phase du stade monopolistique du capitalisme aujourd'hui. Et bien sûr, il est plus mondialisé. Ces entreprises sont devenues des multinationales dans la seconde moitié du XXe siècle, et nous les considérons désormais comme des entreprises mondiales couvrant la planète. Nous avons également assisté à la croissance du capital investissement, et avec la concentration des richesses, les individus, les milliardaires, sont aujourd'hui beaucoup plus puissants que jamais dans la gouvernance du système capitaliste, agissant seuls ou par le biais du capital investissement, non pas simplement en tant que société ou à travers des sociétés, mais pas uniquement à travers des sociétés cotées en bourse. Nous avons vu apparaître de nouvelles formes d'échanges inégales, de nouvelles formes d'exploitation et d'expropriation économique du Sud global, et, bien sûr, un développement économique accru dans certaines régions du Sud global, les économies émergentes.
parts of the global south, the emerging economies, China stands out in this respect, and India. La Chine se distingue à cet égard, et l'Inde d'une autre manière. Nous assistons donc à un changement, même si le système mondial impérialiste reste dominé par les anciennes puissances impériales. Celles que Lénine désignait déjà en 1916 demeurent les principales puissances impérialistes. Le groupe des Sept, par exemple, tous y figurent comme puissance impériale principale, à l'exception du Canada, donc haut. L'impérialisme, stade suprême du capitalisme de Lénine. Ils sont donc toujours là. Mais les États-Unis, l'Europe et le Japon, ce que l'on appelle aussi la triade, ne sont plus aussi dominants qu'auparavant. Leur puissance économique recule, et par conséquent, nous observons un déclin de l'Empire, en particulier celui de l'Empire américain, ainsi qu'une montée du militarisme, un militarisme renaissant. Car c'est dans ce domaine que les puissances impériales conservent encore leur prédominance. Et nous assistons à la montée du néofascisme dans le monde capitaliste avancé, au déclin de la démocratie libérale. D'une certaine manière, cela rappelle les problèmes qui sont apparus politiquement dans le Sud global à la suite de l'impérialisme. Mais aujourd'hui, ironiquement, beaucoup de ces mêmes types de formations politiques corrompues apparaissent aussi dans le Nord global, parallèlement à une résurgence du néofascisme. Et bien sûr, nous faisons face à la crise environnementale planétaire, qui constitue une crise existentielle pour toute l'humanité, ainsi qu'à la montée des dangers de conflits thermonucléaires, qui représentent une autre crise existentielle. Nous traversons donc une période très difficile. Mais ces difficultés elles-mêmes, je pense, engendrent de nouveaux mouvements et une consolidation des mouvements à travers le monde, en particulier dans le domaine de l'anti-impérialisme. Et c'est dans ce domaine que réside. Vous avez parlé de l'estompage des distinctions entre les grandes entreprises qui auraient autrefois été classées très clairement comme des sociétés financières et d'autres types d'entreprises. Et pendant que vous disiez cela, je pensais à BlackRock, qui détient d'énormes parts dans Apple, ce qui semble correspondre à ce genre de description. Nous voyons donc un immense lien entre Wall Street et la Silicon Valley dans ce sens. À cet égard, je suis sûr que vous savez qu'un corpus de travaux émerge autour de ce qu'on appelle le techno-féodalisme, popularisé par Yanis Varoufakis. Nous avons discuté de son livre, et en le lisant, j'ai remarqué qu'il établit des distinctions assez nettes. L'une est entre la rente et ce qu'ils décrivent comme le profit. L'autre est probablement entre le capitalisme industriel et la finance. Je suis très curieux de connaître votre avis sur ces nouvelles catégories, comme le techno-féodalisme, et sur la mesure dans laquelle elles affirment se distinguer des versions antérieures du capitalisme. Certains iraient même plus loin et diraient que nous ne vivons peut-être plus sous le capitalisme. Que pensez-vous de ce type de littérature? What's your thoughts on that kind of literature? Eh bien, vous savez, Varoufakis est un ami, et une grande partie de son analyse économique est excellente et recoupe la nôtre à Monthly Review. En fait, il est très influencé par l'argument du capital monopoliste. Mais la notion de techno-féodalisme, à mon avis, détourne de la critique du capitalisme. Elle n'est pas bien fondée historiquement. Je veux dire, nous ne vivons pas à une époque féodale. Et on ne peut pas considérer cela comme une technologie imposée à une sorte de souveraineté féodale fragmentée, n'est-ce pas? Cette idée de techno-féodalisme exerce une certaine attraction sur les gens, parce que les géants de la technologie et les milliardaires sont très visibles et se présentent presque comme des seigneurs féodaux, et ainsi de suite. Mais tout cela détourne de la réalité du capitalisme, de l'évolution du capitalisme. Et cela fait vraiment partie d'un argument social-démocrate qui cherche à résoudre le problème en affrontant les géants de la technologie et les milliardaires, et en revenant
au bon vieux modèle libéral ou social-démocrate de l'âge d'or du capitalisme après la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que c'est un mirage. Nous ne pouvons pas revenir à cela. Nous ne devrions pas revenir à cela. La seule voie à suivre est d'affronter le capitalisme lui-même. Mais, en évitant la question du capitalisme et du capitalisme monopoliste, on met essentiellement en place un système politique social-démocrate qui ne confronte pas réellement le système mondial, lequel est un véritable désastre. Il ne confronte pas l'impérialisme et ne soulève pas la question de la révolution, un changement d'ampleur révolutionnaire dont le monde a aujourd'hui besoin simplement pour survivre. Quand vous avez évoqué cela, en revenant à l'âge d'or du capitalisme, en tant que personne issue du Sud global, en particulier, disons, de l'Inde, qui n'est pas la Chine, et qui a connu une transformation massive à travers les réformes et l'ouverture, l'une des choses auxquelles j'ai souvent réfléchi dans cette littérature est la suivante. Pourquoi ça n'a-t-il pas pris racine dans le Sud global? L'une de mes hypothèses est que nous n'avons jamais connu cette phase de l'âge d'or du capitalisme. Et cela rejoint aussi une partie de ma critique des marxistes traditionnels du Sud global, qui considèrent la période post-décolonisation, avant les réformes et l'ouverture, comme relativement progressiste. Je comprends qu'elle l'était davantage que la phase du colonialisme traditionnel, mais néanmoins, cette phase du capitalisme était hautement extractive, fondée sur un travail extrêmement informel, sans réelle amélioration du niveau. Et il est très difficile pour des gens comme nous d'aller vers la classe ouvrière d'aujourd'hui en Inde et de dire « Regardez, 30 ans avant la réforme et l'ouverture, la vie était bonne pour vous. » Et eux répondent « Quand donc cette vie était-elle bonne pour nous ?» Ainsi, même si la vie après la réforme et l'ouverture, dans des pays comme l'Inde, n'a pas du tout été bonne, il est très difficile de montrer un déclin net et marqué. On peut bien sûr se concentrer sur certains secteurs et dire qu'il y a eu des licenciements dans ces segments, mais en général, les conditions de vie, il ne semble pas qu'il ait jamais existé. Clairement, il n'a jamais existé, cet âge d'or. Et je pense que c'est là que se situe cette littérature. En Occident, où il semblait y avoir ce type de capitalisme social ou de capitalisme keynésien qui, au moins, répondait aux besoins de certaines fractions de la vie de la classe moyenne et ouvrière au sens large. Oui, je suis d'accord avec tout cela. L'idée de l'âge d'or du capitalisme est née chez des penseurs et des économistes américains, avec une sorte d'accent social-démocrate. Des personnes comme Stephen Marglin, Sam Bowles et Herb Gintis. Ils ont tous promu la notion d'âge d'or du capitalisme. Et c'était, vous savez, la période qu'ils appelaient l'âge d'or, l'époque de la guerre de Corée et de la guerre du Vietnam. Lorsque l'économie américaine prospérait, essentiellement grâce aux guerres régionales en Asie, plus que pour toute autre raison. Et de notre point de vue, du point de vue de Monthly Review, ce n'était jamais quelque chose qu'on pouvait raisonnablement qualifier d'âge d'or. Mais le terme s'est largement répandu. Et il y a un certain sens à cela, pas de manière exagérée, mais il est vrai que durant cette période, l'économie mondiale était sortie de la Grande Dépression et de la Seconde Guerre mondiale, et qu'il y a eu une période de prospérité relative, qui s'est ensuite transformée en stagnation, en néolibéralisme, et ainsi de suite. Mais le Sud global n'a jamais vraiment connu cette prospérité dans son ensemble. Et il est vrai que, durant cette période, la politique était plus progressiste. Elle l'était davantage aux États-Unis qu'aujourd'hui, et davantage en Inde qu'aujourd'hui. Nous avons donc tendance à regarder en arrière et à dire que c'était une période meilleure. De plus, les revenus et la richesse étaient plus égaux à cette époque qu'aujourd'hui,
que l'on considère les États-Unis ou l'Inde. En ce sens, cela semble avoir été une période un peu meilleure. Mais nous ne pouvons pas y retourner. Je veux dire, ce sont les contradictions de cette époque qui ont produit la période dans laquelle nous vivons. Et l'illusion selon laquelle nous pourrions nous éloigner du techno-capitalisme ou du capitalisme monopolistique, le terme rente, l'accent mis sur la rente, est en réalité une manière de parler du monopole, peut-être en des termes un peu plus libéraux ou adoucis, n'est-ce pas? Mais tout cela concerne l'expropriation. Et nous ne pouvons pas revenir à cette période antérieure. Ce sont les contradictions de ces années-là qui ont produit la stagnation, la financiarisation, la mondialisation et finalement la disparition de l'État libéral démocratique et la montée du néofascisme que nous observons aujourd'hui, le déclin de l'ordre mondial. C'est donc une manière de penser très anhistorique et matérialiste que de dire « Oh, c'est une combinaison de technologie et de féodalisme. Oublions le capitalisme et nous pourrons revenir au meilleur capitalisme d'il y a 30 ans. » Non, c'est une illusion. Et cela nous détourne des crises d'idées très graves que nous connaissons aujourd'hui, ainsi que de la nécessité d'une organisation sociale. Je voudrais parler un peu de votre article dans Monthly Review sur le mouvement MAGA. L'une des affirmations, et je suis tout à fait d'accord avec vous, nous avons d'ailleurs avancé des arguments similaires, est que cette idée, je veux dire, je ne suis même pas sûr que beaucoup de gens y croient encore. Mais cette idée selon laquelle MAGA s'opposerait au militarisme et défendrait la paix est une supercherie, une illusion. Vous mentionnez Christian Parenti dans votre article. Pourriez-vous expliquer à nos téléspectateurs pourquoi vous avez écrit ce texte? Qu'est-ce qui vous a poussé à clarifier que MAGA ne défend en réalité pas la paix, contrairement à ce qu'il prétend? Eh bien, j'ai en fait écrit 3 articles. Je me souviens de leurs titres. L'un s'intitulait « La classe dirigeante américaine et le régime Trump », qui, je crois, est paru en avril dernier. Ensuite, j'en ai écrit un sur l'idéologie MAGA et le régime Trump, et un autre sur la doctrine Trump et le nouvel impérialisme MAGA. Oui, c'est celui que j'ai lu. Celui dont vous parlez. Ce que j'ai compris, cela remonte à un moment, car j'ai écrit un livre sur Trump en juin 2017, lorsque la première administration Trump est arrivée. C'est que Trump était en réalité lié à un mouvement néofasciste. Le problème pour comprendre le fascisme, c'est que la notion d'origine en vient du marxisme. Même lors des procès de Nuremberg, on a utilisé Behemoth de Franz Neumann, qui est une analyse marxiste du fascisme, pour expliquer ce qu'était le fascisme. La compréhension marxiste du fascisme a toujours été une définition fondée sur la classe sociale. Mais les marxistes ont cessé de s'intéresser au fascisme depuis un certain temps. Et puis les historiens libéraux ont pris le relais et ont commencé à redéfinir le fascisme comme une simple idéologie, sans lien avec la classe, sans lien avec quoi que ce soit, juste une idéologie du racisme, etc. Cela a en réalité commencé avec l'école de Francfort, avec Horkheimer et Adorno, dans la personnalité autoritaire. Mais les libéraux ont réécrit ce qu'était le fascisme, en le présentant simplement comme une sorte d'idéologie et de totalitarisme de droite, sans analyse de classe, complètement détachée d'une approche matérialiste historique. Ainsi, en essayant d'expliquer le phénomène Trump, je suis revenu examiner le néofascisme, les racines de son mouvement, le mouvement dont il est le chef nominal, en termes de classe. Et donc je veux dire, cela signifie que traditionnellement, c'est une alliance. Le fascisme est une alliance
entre les secteurs centraux du capital monopoliste et la petite bourgeoisie ou la classe moyenne inférieure. Et ensuite, si l'on part de là, les choses commencent à s'éclaircir. Cela a du sens. Sinon, dans les médias américains, on a essayé de dire « Oh, la base de Trump, c'est la classe ouvrière blanche, qu'il a une base dans la classe ouvrière. » Ce n'est pas exact. C'est une déformation en termes de classe de ce qui se passe réellement. J'ai donc essayé d'expliquer tout le phénomène Trump dans ces termes. Je ne sais pas quelle influence cela a eu à l'époque, mais lorsque Trump a été réélu en 2024, je suis revenu à l'explication de l'ascension de Trump. J'ai décidé qu'il était important, à ce moment-là, d'expliquer l'idéologie MAGA qui s'était développée entre-temps. Ils ont élaboré une idéologie et des institutions politiques très sophistiquées qui ont soutenu tout le retour de Trump et de ses politiques. Cela a donc été traité dans l'idéologie MAGA et le régime Trump. Et puis, dans l'article auquel vous faites référence, la doctrine Trump et le nouveau méga-impérialisme, j'ai essayé d'expliquer les déformations dans la compréhension de l'orientation internationale de Trump. La méga-orientation, l'orientation internationale. J'avais déjà expliqué cela en 2017 dans Trump à la Maison-Blanche, mais j'ai approfondi beaucoup plus en détail et avec plus de précision la manière dont ce nouvel impérialisme hyper-nationaliste se développe. Ce n'est plus vraiment un impérialisme libéral, mondial et hégémonique, mais plutôt un impérialisme hyper-nationaliste, conçu pour utiliser tous les moyens de puissance dont disposent les États-Unis afin de ressusciter l'impérialisme. Leur position dans le monde en tant que puissance unipolaire. Et bien sûr, ils essaient de remonter le temps à cet égard. Mais c'était bien de cela qu'il s'agissait. Et bien sûr, la doctrine Trump a été formulée dès le premier mandat de Trump et est désormais pleinement mise en œuvre. J'ai donc examiné les tarifs douaniers, le racisme, l'approche de l'immigration, l'approche vis-à-vis de la Chine. Je veux dire, la lutte contre la Chine est au cœur de tout cela. C'est donc de cela que parlait cet article. Et j'ai compris qu'à l'étranger, il est encore plus difficile de saisir cette réalité. Mais aux États-Unis, même au sein de la gauche américaine, la majorité des analyses n'avaient pas de base de classe, ne comprenaient pas le néofascisme et n'étaient pas vraiment assez familières avec ce qu'était le mouvement MAGA. Elles en sont donc arrivées à toutes sortes de conclusions erronées. Il y a des personnes comme Christian Parenti, qui a été une figure importante de la gauche américaine et du journalisme de gauche, une personnalité connue, et le fils de Michael Parenti. Il a même écrit pour Monthly Review à une époque. Mais il a basculé dans les cercles MAGA, défendant le mouvement MAGA, le cabinet de Trump, et soutenant que Trump et le mouvement MAGA ne sont pas impérialistes, ce qui est facilement réfortable. Comment définiriez-vous la relation entre les idéologues du mouvement MAGA et les grands blocs de capital, qu'il s'agisse de la finance ou de la technologie, des grands capitalistes? Quelle est leur relation avec les idéologues du MAGA, qui peuvent être très passionnés par leur guerre contre les immigrés, les libéraux, les valeurs culturelles, et ainsi de suite? Comment définiriez-vous la relation entre ces deux camps? How do you define the relationship between the two camps? Well, of course, it's a little complicated. Eh bien sûr, c'est un peu compliqué. Les milliardaires de la Silicon Valley et les principales figures financières derrière MAGA, des personnes comme Peter Thiel et d'autres, ont financé toute une série de think tanks qui sont les principaux centres de l'idéologie MAGA. On trouve des think tanks comme le Claremont Institute, la Heritage Foundation, American Compass et le Manhattan Institute. Ils sont tous financés directement par des milliardaires, par des méga-milliardaires comme Thiel et d'autres. Et tout cela est très clair.
Ils ont également créé des maisons d'édition ou des branches au sein des grandes maisons d'édition que les milliardaires subventionnent. which the billionaires sort of subsidize, and so they Et ces groupes de réflexion ont principalement élaboré les idées. have developed the idea. Aujourd'hui, il existe une division au sein du mouvement MAGA, car le mouvement néofasciste repose toujours sur la petite bourgeoisie, ce qui est probablement la meilleure façon de le décrire aujourd'hui, ou la classe moyenne inférieure. Celle-ci se compose de petits entrepreneurs et de cadres, de gestionnaires de bas niveau, et bien sûr d'hommes d'affaires, de personnes liées à l'évangélisme, ainsi que de celles vivant dans des zones rurales ou centrées sur les affaires, parmi divers groupes. Il existe également une composante issue des échelons supérieurs de la classe ouvrière, un effet de type aristocratie ouvrière. Mais la classe moyenne inférieure est principalement blanche. The lower middle class is primarily white. It's primarily small business people. Ce sont principalement des petits entrepreneurs et des cadres de bas niveau, des cols blancs, etc. Ils ont tendance à vivre dans les zones périurbaines plutôt que dans le centre-ville ou même dans les banlieues. C'est donc en quelque sorte la base de Trump. Et cet élément de la petite bourgeoisie inférieure est très radical dans un sens d'extrême droite, n'est-ce pas? Ils sont c'est typique d'un mouvement fasciste ou néofasciste. Je veux dire, ce néofascisme fait partie du genre fasciste au sens large. Et ils peuvent parfois être assez critiques envers certains aspects du capital, comme le capital financier. Ils sont certainement très critiques, extrêmement critiques envers le gouvernement. They're certainly very critical, extremely critical of government. They tend to be, I mean, they don't really attack Ils ont tendance à être, je veux dire, ils n'attaquent pas vraiment les grandes entreprises, ni la petite classe moyenne, mais ils ont le sentiment d'être quelque peu opprimés. Ils sont du côté des perdants, donc ils sont particulièrement anti-gouvernementaux et parfois anti-entreprises. Et ils ne sont pas faciles à contrôler. C'est un secteur de la population extrêmement nationaliste, raciste, revanchard, tourné vers le passé. Ils sont patriarcaux, avec des idéologies de genre répressives, suprémacistes blancs, et ainsi de suite. Et il y a un élément évangélique, mais ils ne sont pas toujours en phase avec la classe capitaliste monopolistique, car ils ont des intérêts différents. Ils ont leurs intérêts de petites entreprises, leurs intérêts nationalistes, tandis que la classe des capitalistes monopolistes cherche à dominer le monde. Alors que se passe-t-il? Et dans un mouvement néofasciste, ou fasciste d'ailleurs, il y a toujours le besoin de contrôler ce type de mouvement de base, une base de petite bourgeoisie qui peut, d'une certaine manière, se retourner contre les grands capitalistes. Ils essayent donc de les contrôler, et les think tanks sont essentiellement orientés vers deux objectifs. Le premier, et le principal but de ces think tanks qui ont été créés, est de forger une idéologie opposée à la démocratie libérale. Car le fascisme n'est pas un ennemi du capitalisme, c'est un ennemi de la démocratie libérale. Et cela permet au grand capital d'intervenir et, en somme, de contrôler l'État. Mais ils ont aussi la tâche de contrôler et de canaliser cette base de mouvement de la petite classe moyenne, sur laquelle repose tout le projet néofasciste. Leur rôle est de canaliser cette base et de créer une idéologie qui serve les intérêts du capital monopolistique, ceux qui financent ces think tanks, et de les détourner de toute attaque contre le capital lui-même ou de tout conflit. Mais il y a des personnes, comme Steve Bannon ou Laura Loomer, qui sont en réalité des influenceurs plus liés à la base du mouvement, assez virulents, et qui menacent souvent Trump d'une certaine manière. Plus important encore, ils entrent en conflit avec le grand capital. Ainsi, les centres, les think tanks, sont conçus pour les contrôler autant que possible. Aujourd'hui, la petite bourgeoisie, le mouvement MAGA, se dirige contre la bourgeoisie supérieure,
qu'elle perçoit comme l'élite managériale professionnelle, la classe dirigeante, du moins selon l'idéologie véhiculée dans les think tanks. Cette idéologie classe l'élite managériale professionnelle, ou classe managériale professionnelle, et la bourgeoisie supérieure comme la classe dirigeante, et non comme la classe capitaliste. La classe managériale professionnelle est censée être la classe dirigeante parce qu'elle contrôle l'État. L'idée est donc de s'en prendre à elle, et non au capital. Mais la petite bourgeoisie, ou la classe moyenne inférieure, est aussi très hostile à la classe ouvrière. Elle perçoit la classe ouvrière comme diverse, pauvre, et elle craint d'y tomber, de perdre sa richesse et de dégringoler, car elle n'en est pas si éloignée. Et ils perçoivent la classe ouvrière en des termes très racistes, car la petite bourgeoisie est majoritairement blanche. Dans certains cas, ce que nous appelons la petite bourgeoisie pourrait, dans d'autres contextes, être considérée comme la classe ouvrière, mais elle s'est différenciée par la richesse et la position sociale. Elle est très hostile à la classe ouvrière et à la diversité, car la diversité représente l'égalité raciale, et elle souhaite une société blanche. Voilà donc la dynamique. Il existe des contradictions au sein du mouvement MAGA. Les groupes de réflexion, financés par des milliardaires, ont pour rôle d'essayer de maintenir l'ensemble cohérent et d'élaborer un programme qui en même temps anéantira la démocratie libérale. Est-ce que cela a du sens? Bien sûr que oui. Vous avez mentionné Steve Bannon et certaines des sections de ces mouvements dirigés par des think tanks entrant en conflit avec certaines entreprises. Je voulais vous poser une question de suivi à ce sujet, étant donné qu'il semble au moins y avoir l'apparence que certaines parties du mouvement MAGA, les membres de base, sont opposés aux entreprises. Certaines personnes disent que c'est très sélectif. Quand il s'agit de Big Pharma, quand il s'agit du fonds Soros, ils s'opposent aux grandes entreprises uniquement lorsque ces entreprises sont en conflit avec leurs propres croyances, peut-être évangéliques ou d'autres valeurs culturelles. Certains groupes de personnes influencées par Steve Bannon auraient été opposés même à Elon Musk, à l'époque où Musk et Trump étaient amis, mais pas nécessairement à cause de tout ce qu'il fait. C'est plutôt lié à ce qu'il entreprend dans le domaine de l'édition génétique ou à certains de ses projets futuristes qui vont à l'encontre des valeurs culturelles conservatrices. Penses-tu que ce type d'anticorporatisme au sein de la base MAGA soit très sélectif, fondé sur des valeurs culturelles? Ou bien existe-t-il un sentiment plus large de ressentiment envers les entreprises américaines, parce qu'ils estiment que ces dernières ont extrait la richesse et les revenus de leur propre classe moyenne, qu'il y a une génération s'en sortait probablement mieux? Je pense que Bannon est en réalité un penseur très sophistiqué. J'ai beaucoup écrit à son sujet dans mon livre Trump et la Maison Blanche en 2017. Il connaît bien la théorie politique, il connaît le fascisme, il a étudié le fascisme européen, et ainsi de suite. C'est vraiment un penseur néo-fasciste. Il n'est pas vraiment anti-entreprise, mais il comprend la base de classe du mouvement, et c'est ce qui le rend si influent. Par exemple, il s'est opposé à Musk et à d'autres, y compris Trump lui-même, au sujet des visas accordés à, vous savez, il soutenait qu'il ne devrait pas y avoir de visas principalement pour les personnes du secteur technologique amenées aux États-Unis. Et c'est un nationaliste. Il dit qu'il y a beaucoup de gens du secteur technologique aux États-Unis qui veulent du travail et qu'il faut les embaucher au niveau national, pas faire venir des étrangers. C'est très exactement la vision de sa base, la petite classe moyenne. Ils se sentent volés. Donc sur ce genre de questions, ils s'opposeront à Trump pour le moment.
Je veux dire, l'administration Trump s'en est prise à Medicaid parce que cela profite au tiers inférieur de la classe ouvrière. Et maintenant, ils s'en prennent à l'invalidité de la sécurité sociale, à certains de ces éléments. C'est plus dangereux pour eux de faire cela. Mais si Trump s'en prenait à la sécurité sociale dans son ensemble, il aurait Bannon et la petite classe moyenne, le mouvement, contre lui, car la population dépend de ce revenu. La petite classe moyenne sait très bien où elle se situe, du moins au sein de ce mouvement. Elle sait quelle est sa place dans le système de classe, ce qui lui profite et ce qui ne lui profite pas. Toutes sortes de mesures sont actuellement prises contre les immigrés et contre la population noire, et cela convient parfaitement à ce mouvement de la petite classe moyenne blanche. Mais tout ce qui les affecte économiquement devient un problème. En ce moment, les tarifs douaniers provoquent toute cette inflation. Les prix augmentent et le coût de l'électricité a grimpé. Ils ont augmenté d'environ 9% en un an. Et c'est à cause de l'IA et de tout ce qui s'y rattache, la construction des nouveaux centres de données. Mais quand l'inflation augmente, la petite classe moyenne devient furieuse. Et cela, tu sais, remonte au début de tout cela, le mouvement du Tea Party après la grande crise financière de 2008. C'était la petite classe moyenne qui disait qu'il ne fallait pas renflouer les entreprises. C'était eux qui... Eh bien, ensuite, le capital a compris qu'il y avait là un mouvement à exploiter. Mais ils sont très inquiets de cet aspect-là, du fait que la petite classe moyenne n'aime pas le capital financier à cause des paiements d'intérêts, des hypothèques et de tout le reste qui les touche. C'est donc très délicat à cet égard. Si ce secteur de la population subit un préjudice économique trop important, alors il est possible que le soutien à Trump s'estompe. Je pense que le mouvement MAGA, ce néofascisme, est là pour durer en raison du déclin de la puissance américaine. C'est un facteur du déclin de l'hégémonie des États-Unis et de la manière dont cela affecte certains secteurs de la population qui en bénéficiaient autrefois. Mais je pense que, oui, le mouvement de Trump est très vulnérable aux mesures économiques qui nuisent à la petite classe moyenne. C'est pourquoi ils essaient de promouvoir un hypernationalisme et de dire « Oh oui, les prix vont augmenter à cause des tarifs douaniers, mais tout cela concerne notre patriotisme, le fait de vaincre la Chine, et ainsi de suite. » Je voulais aussi te demander ce que tu penses de la manière dont le grand capital s'adapte à ce qu'on pourrait appeler les guerres tarifaires. Mais c'est en réalité bien plus que cela. C'est toute une restructuration économique. Je ne suis même pas sûr que ce soit contre la mondialisation, mais c'est certainement contre certains de ces aspects. Je ne suis pas certain qu'on revienne à une phase pré-mondialisation. Étant donné Tesla, étant donné de nombreux fonds spéculatifs, comme les opérations de BlackRock dans des pays comme la Chine, étant donné l'industrie des semi-conducteurs, Nvidia dépendant de TSMC, qui dépend elle-même beaucoup de la Chine. Il est très difficile d'imaginer qu'ils souhaitent inverser complètement le cours de la mondialisation. En même temps, il y a des idéologues, les Stephen Bannon et Peter Navarro, qui pensent qu'on peut réindustrialiser en imposant des tarifs douaniers et en extrayant des tribus de la périphérie. Et ils pensent aussi que, tout en faisant tout cela, nous pouvons conserver non seulement l'hégémonie du dollar, mais aussi, d'une certaine manière, celle de Wall Street. Ces idées contredisent ce que diraient beaucoup de personnes qui comprennent l'économie, mais ils semblent croire que tout cela peut être maintenu simultanément. Je suis curieux de connaître votre avis sur la manière dont les blocs de grands capitaux, cela inclut les entreprises intégrées dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, mais aussi celles du marché obligataire, ou la classe plus large des créanciers ayant des intérêts dans la périphérie et dans le prêt,
réagissent à l'ensemble de ce projet de Peter Navarro. Appelons-le un projet isolationniste, faute de meilleurs termes, même si je ne pense pas vraiment qu'il le soit. Je suis très curieux de savoir comment vous interprétez ces événements. Eh bien, je pense que le capital est quelque peu divisé à ce sujet en termes de stratégie. Ils ne sont pas divisés sur les objectifs que représente l'administration Trump, à savoir rétablir la stabilité économique et l'hégémonie des États-Unis dans le monde, et d'une certaine manière saper le développement économique de la Chine, qu'ils perçoivent comme une menace. Ainsi, le grand capital aux États-Unis, en réalité, les grandes entreprises, dépend fortement de leur base nationale, même s'il s'agit de sociétés mondiales. Elles dépendent également beaucoup du rôle du dollar. Elles ont donc une forme de nationalisme économique. Elles reconnaissent que les États-Unis perdent du terrain à l'échelle mondiale. Ils se préoccupent donc de défendre leurs intérêts, de défendre le dollar, et ils sont prêts à envisager une stratégie différente qui permettrait d'y parvenir. Mais ils sont inquiets de certaines des répercussions qui apparaissent. Si l'on repense à 1992, par exemple, juste après la disparition de l'Union soviétique, le magazine Time a publié un numéro intitulé « Au-delà de l'an 2000 ». Ils avaient un peu anticipé la célébration du nouveau millénaire, car l'Union soviétique avait disparu. C'était aussi le 100e anniversaire de 1492, qui symbolisait le triomphe et la domination de l'Occident sur le monde. Ils avaient donc sorti ce numéro au-delà de 2000. L'idée était que les États-Unis continueraient simplement à dominer le monde, à la fois sur le plan économique et militaire. Il existait cette notion selon laquelle l'ordre économique libéral américain, soi-disant libéral, soutenu par le monopole mais aussi par l'idée du libre-échange, maintiendrait les États-Unis dans une position dominante à l'échelle mondiale. Je me souviens que dans ce numéro de Time de 1992, ils affirmaient que la Chine ne serait pas capable de devenir une puissance industrielle au XXe siècle. Bon, regardez, c'était en 1992, et Time reflétait la vision générale de la classe dirigeante américaine. Ils croyaient réellement que la Chine ne pourrait pas s'industrialiser, ne pourrait pas devenir une grande puissance industrielle. Ils ont toujours supposé que les choses se passeraient ainsi. Et regardez aujourd'hui. La Chine est la deuxième puissance industrielle, le plus grand acteur du commerce industriel au monde. Bien sûr, l'Inde s'est également développée, mais de manière capitaliste, et les inégalités y sont plus fortes que jamais. Pourtant, ils pensaient que les États-Unis étaient destinés à dominer le monde de façon permanente. Puis tout cela s'est érodé, et ils s'en sont rendus compte pour la première fois après la grande crise financière, lorsque toutes les économies de la triade sont tombées dans une profonde récession. L'économie chinoise a chuté elle aussi, mais elle a rebondi presque instantanément, ce qu'ils appellent une reprise en V. Autrement dit, elle a baissé, puis est remontée. Et puis ils ont réalisé qu'il n'y avait rien. Ils ont commencé à penser que la Chine était économiquement inarrêtable. Et ils ont attendu. Ils ont cru que Xi serait peut-être un nouveau Gorbatchev en 2012, mais il s'est avéré que non. Ainsi, sous la première administration Trump, ils ont lancé une nouvelle guerre froide contre la Chine. La classe dirigeante américaine est derrière cela, car elle comprend que si la Chine et le Sud global deviennent trop puissants économiquement, le système mondial impérialiste dont dépendent leurs opérations s'effondrera. Et c'est précisément ce qui se passe. Ils sont donc prêts à faire la guerre. Les tarifs douaniers sont une forme de guerre économique, et ils sont disposés à tenter cela pour voir s'ils peuvent rétablir la situation. Et le grand plan
C'était ce qu'on appelle la stratégie de Mar-a-Lago. The big plan was what's called the Mar-a-Lago, Mar-a-Lago. Mar-a-Lago, sorry. The Mar-a-Lago, Mar-a-Lago, pardon, le plan Mar-a-Lago. C'est le plan du protocole de Mar-a-Lago, où ils feraient à la Chine ce qu'ils ont fait au Japon au début des années 1990, ce qui a définitivement dérayé la trajectoire économique du Japon. En gros, ils ont imposé une réduction du dollar selon les conditions américaines, afin que le dollar américain devienne plus compétitif et que le commerce dans le sud global et en Europe soit affaibli, tandis que les États-Unis en seraient les grands bénéficiaires. Et surtout, ils voulaient utiliser cela pour dominer la Chine. Donc, ils utilisent les tarifs douaniers. Les tarifs n'ont en réalité aucune logique économique. Elles n'ont aucun sens pour les économistes. Ce sont essentiellement de gros bâtons destinés à briser la résistance des pays et à les amener à faire des concessions économiques qui restaureront la puissance des États-Unis. Donc, je ne pense pas que l'idée de ramener la production manufacturière aux États-Unis, c'est fini. Vous savez, cela n'arrivera pas à une époque où les constructeurs automobiles s'approvisionnent en pièces dans une centaine de pays différents. N'est-ce pas? La production est mondialisée. L'idée d'utiliser les tarifs douaniers pour rétablir la domination manufacturière des États-Unis est un rêve utopique. Ce n'est tout simplement pas possible. Mais ce qu'ils font, c'est une forme de guerre économique. But what they are doing is a kind of economic warfare. Oui, ce serait peut-être possible si la relation centre-périphérie prenait fin et si le coût de la fabrication devenait uniforme à travers le monde. Alors, nous parlerions d'un monde très différent. Mais cela n'est pas permis, car cela va à l'encontre de ce qu'est la domination. Je suis très conscient de votre temps, mais je voulais parler brièvement de la Chine. J'avais une question précise, mais je ne veux pas commencer par là. Pourriez-vous nous dire, très brièvement, votre impression générale de la Chine? L'ayant visité et y ayant séjourné, je suis particulièrement impressionné par leur culture, leurs projets écologiques, toutes sortes d'investissements et de développement dans les technologies vertes, la production d'énergie verte, ainsi que par la quantité de forêts dans les villes. C'est ce qui m'impressionne vraiment. Mais je suis très curieux. Quelle est votre perception et votre impression générale de la Chine? C'est une très grande question. Mais je ne pense pas que... Enfin, il y a cette vieille question de savoir si la Chine est socialiste ou capitaliste, ou si l'on veut l'appeler capitalisme d'État ou socialisme de marché. Je pense qu'aujourd'hui, la Chine est quelque chose d'unique. C'est vraiment un hybride, mais c'est plus complexe que cela. C'est un système dirigé par les socialistes. Et ils ont une forme de planification. Ils ne l'appellent pas toujours ainsi. Mais ils disposent d'une planification qui fait défaut dans le reste du monde capitaliste. Il existe un lien entre le Parti communiste et la population, un lien en réalité plus étroit et à bien des égards plus démocratique que ce que l'on trouve dans les soi-disant pays démocratiques du monde, où les partis ne sont que des machines à voter et rien de plus. La Chine est donc très différente, et je pense qu'elle connaît un grand succès. Elle offre de l'espoir aux gens et bénéficie réellement du soutien de sa population. Sur le plan écologique, ils sont très impressionnants. Le plus gros problème écologique reste qu'ils dépendent encore à environ 60% du charbon comme source d'énergie. Mais cette dépendance diminue assez rapidement. Ils sont les leaders mondiaux des énergies alternatives. Ils sont en tête dans presque toutes les catégories environnementales que l'on peut imaginer. Ils atteignent désormais un pic et commencent à réduire leurs émissions de carbone. Ils sont les leaders en matière de reforestation et ont fait plus que tout autre pays pour réduire les émissions polluantes.
Ainsi, sur tous les indicateurs environnementaux, ils offrent de l'espoir là où d'autres pays n'en offrent pas. Je veux dire, bien sûr, le cœur du monde capitaliste n'offre aujourd'hui que peu d'espoir dans ces domaines. Aux États-Unis, ils se sont retirés de l'accord de Paris, mais la Chine progresse très rapidement dans ces domaines. Leur conception même de la civilisation écologique est issue du socialisme et est inconcevable en dehors d'une société qui suit consciemment une voie vers le socialisme. Il existe aujourd'hui, dans certaines parties de la gauche du Nord global, une tendance à qualifier la Chine d'impérialiste. Mais il est évidemment difficile de soutenir une telle thèse. Ils n'ont pas participé à des guerres, sauf à leurs propres frontières, depuis aussi longtemps qu'on puisse s'en souvenir. As far back as you can conceive, and Et ils s'allient avec le Sud global, à travers l'initiative La Ceinture et la Route, et d'autres moyens. Ils sont les leaders en matière de propositions pour la paix mondiale. Je pense que la Chine a beaucoup d'atouts qui donnent de l'espoir au monde. Il y a beaucoup de contradictions en Chine, beaucoup d'inégalités, entre autres, mais il semble que la Chine s'attaque à ces problèmes maintenant, tandis que d'autres pays font exactement le contraire. Donc, j'ai de l'espoir de ce côté-là, et surtout pour la notion de civilisation écologique. Définissant le socialisme en termes de civilisation écologique et d'une Chine belle et harmonieuse. Xi dit que des montagnes de verdure sont finalement plus importantes que des montagnes d'or. Et qui d'autre dit cela? Je pense que c'est très important. Et l'histoire écologique de la Chine est particulièrement impressionnante. Si l'on se souvient qu'il n'y a pas si longtemps dans l'histoire récente, elle affichait de très mauvais chiffres sur tous les indicateurs écologiques. Je veux dire, ce n'était pas comme en Occident, où l'on trouvait un air relativement pur, des champs verdoyants et des villes beaucoup plus propres. La Chine n'était pas cela. C'était une écologie typique du Sud global. Je ne suis pas sûr que vous ayez le temps pour la question précise que j'avais en tête. Je vais bien. Très bien. D'accord. Donc oui, c'est justement ce dont je voulais te parler à propos de la Chine. Étant donné ton travail sur le capital monopoliste, la Chine me semble très intéressante dans la mesure où elle présente le terrain classique du 19e siècle, avec de multiples acteurs privés en concurrence les uns avec les autres, ce qui tend à réduire les profits, conduisant à toutes sortes de problèmes auxquels Marx pensait peut-être. L'introduction de la technologie, les efforts pour vaincre la concurrence, parfois même une baisse du taux de profit. Donc d'un côté, il y a cela, face à quoi Sweezy et Baran ont élaboré l'idée du grand capital monopoliste. Mais en même temps, en Chine, nous observons ces immenses plateformes. Je reviens tout juste de Chine, où j'ai parlé à plusieurs personnes, certaines membres du parti, très proches de responsables de rang inférieur au sein de l'appareil provincial. Elles ont été très critiques à l'égard de certaines de ces plateformes. Des blocs de capital comme Tencent, Alibaba et ainsi de suite, ainsi que des conditions de la classe ouvrière en leur sein. Je me demande, en tant que personne ayant tant contribué à la théorie du capital monopoliste, mais ayant aussi étudié ces immenses blocs de capital, quelles sont vos réflexions sur la montée de ces grands blocs de capital en Chine? Eh bien oui, c'est un problème difficile. Je veux dire, dans quelle mesure le monopole? Bien sûr, l'État est extrêmement puissant. Donc je ne dis pas que l'État a été politiquement détourné par ces grands blocs de capital. Néanmoins, ils ont émergé comme de très grands blocs de capital. Oui, je pense que c'est vrai. Et c'est une évolution préoccupante. Si vous considérez que le socialisme repose sur l'égalité et la démocratie, comment cela s'accorde-t-il avec ces grands blocs de capital? Je pense qu'un élément clé
est que ces grands blocs de capital sont apparus, du moins au départ, autour de l'industrie d'exportation. La Chine était plus tolérante envers la concentration du capital et a permis une exploitation sévère des travailleurs, en particulier des travailleurs migrants, dans le secteur de l'exportation. Et cela faisait en partie d'une stratégie calculée pour obtenir la technologie occidentale à un moment donné. Ils échangeaient la technologie des entreprises contre l'accès au marché chinois, avec ses coûts de main-d'œuvre extrêmement bas et son infrastructure développée. Ainsi, les profits des multinationales étrangères produisant en Chine étaient tout simplement énormes. Et la Chine a utilisé son influence pour obtenir de la technologie. Mais une partie de cela consistait à fournir de la main-d'œuvre migrante provenant des zones rurales et à leur permettre d'être payés aux salaires locaux. Des salaires si bas qu'il s'agissait en réalité d'une forme de super-exploitation, touchant principalement des personnes dans la vingtaine ou la trentaine. Ensuite, elles retournaient dans les zones rurales, ce qui constituait une sorte de garde-fou. Elles vivaient dans des dortoirs, dans des conditions vraiment terribles. Mais c'était une décision calculée visant à développer l'État. Maintenant, la question est de savoir dans quelle mesure ils se sont éloignés de ce modèle dans le secteur des exportations. Cela a créé beaucoup de grands capitaux. Aujourd'hui, beaucoup de grands capitaux se forment autour de l'intelligence artificielle et cela est perçu comme une nécessité. Mais là, la différence en Chine, je veux dire, il y a beaucoup de différences. Une chose, c'est que la terre dans les zones rurales reste socialement possédée, toujours collectivement détenue. Il existe un très grand secteur public dans l'industrie, ce qui donne à l'État un levier sur le capital dans son ensemble. Et puis, l'État contrôle la finance, ce qui est crucial pour l'économie politique chinoise, telle qu'elle existe actuellement. S'il lâchait cela, il perdrait le contrôle au profit du capital international. Mais une chose que Xi a faite, c'est d'instaurer une lutte anticorruption à très grande échelle, et pas seulement de manière temporaire. Il affirme que cela doit se poursuivre en permanence. L'idée est que la corruption au sein des entreprises, et même du parti, devait être combattue. Et en réalité, ils combattent une forme de corruption qui ne serait même pas considérée comme telle en Occident. Mais ils luttent contre des personnes qui utilisent leur position et leur accès politique pour faire fortune. Et c'est vraiment, vraiment important. Ils ont gardé le contrôle. Ils maintiennent une forme de contrôle sur la classe capitaliste grâce à ces vastes campagnes anti-corruption. Et cela est soutenu par la population. Les gens comprennent ce qu'est la corruption, ce que signifie ce type de corruption économique, le fait de prendre à la société, et ils l'empêchent. Cela rend donc la situation assez différente de ce à quoi nous sommes habitués en Occident, ou même en Inde, où la corruption est endémique, et où l'on voit des milliardaires en Occident, et l'on sait à quel point ils ont été impliqués dans la corruption. Il y a donc en effet une forme de planification. L'une des choses qui diffère en Chine, et que les gens ne réalisent pas toujours, c'est le degré de décentralisation en matière budgétaire. Beaucoup de choses sont contrôlées au niveau local. Mais c'est aussi là qu'il faut souvent surveiller la corruption. Donc je suis optimiste. Mais oui, si le capital devient trop puissant par rapport à l'État ou par rapport au parti, il y a eu un moment où il semblait que le parti s'orientait simplement vers le capitalisme. Mais certainement sous Xi, et même avant Xi, cela a été arrêté. Et je pense que le socialisme aux caractéristiques chinoises est un phénomène réel. Je suis impressionné par l'intelligence de la coordination qui se déroule en Chine. La politique, les politiques publiques. Je veux dire, si vous lisez les discours de Xi, qui valent vraiment la peine d'être lus, et d'autres documents émanant du gouvernement chinois, en particulier ses discours,
vous voyez un développement organique, un développement politique organique qui est intrinsèquement socialiste, dirigé, flexible, planifié et très stratégique du début à la fin. Donc je cite toujours C. Wright Mills lorsqu'il a écrit Listen Yankees à propos de Cuba. Il a dit « Je ne m'inquiète pas de la révolution cubaine, je m'inquiète avec elle. Et je pense que je ne m'inquiète pas de la révolution chinoise, je m'inquiète avec elle. Et je pourrais dire la même chose de certaines autres révolutions aussi, comme la révolution vénézuélienne. » Mais je pense toujours que la Chine a du mal à rester unie. Il s'y passe beaucoup de choses positives, mais nous devons rester critiques et conscients des contradictions, et conscients que les choses pourraient prendre une autre tournure si nous ne faisons pas preuve d'intelligence, si nous ne restons pas attentifs. Vous savez, on ne parle pas beaucoup de la question de classe en Chine. Mais je suis sûr que Xi et la direction du Parti communiste chinois sont très conscients des relations de classe et qu'ils doivent suivre une voie très étroite s'ils veulent atteindre la société socialiste mûre qu'ils visent. Nous allons nous arrêter là, professeur Foster. Ce fut une conversation merveilleuse et je vous remercie infiniment pour le temps que vous nous avez consacré et pour votre analyse éclairante. Eh bien, merci de m'avoir invité. C'est un honneur. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne pouvez pas le faire, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.